Christian Armulo, bonjour. Bonjour. Alors, merci infiniment d'être avec nous. C'est un grand plaisir et beaucoup d'honneur pour ce qui sera la première vidéo de Diatop, site dédié à la production, à la diffusion d'expertise sur les problématiques géoéconomiques et géopolitiques locales. On vous présente rapidement pour ceux de nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous êtes, on peut le dire, l'une des principales figures de l'intelligence économique en France. Vous avez participé à son acte fondateur en France, le rapport Martre en 1994, au sein du commissariat général du plan. Après quoi, vous avez fondé une école d'intelligence économique, l'école de guerre économique, qui est à Paris depuis près d'un quart de siècle, bientôt, en 1997, la fondation de cette école, et qui diffuse aussi aujourd'hui son enseignement en distanciel, ce qui permet à un nombre croissant d'étudiants de se former à ces techniques que vous avez été l'un des premiers à considérer et à travailler réellement. À côté de ça, vous êtes aussi directeur au sein du cabinet Spin Partners, qui s'intéresse particulièrement à une dimension de l'intelligence économique qui est celle de l'influence et du lobbying. Et puis, vous avez lancé récemment, et c'est ce qui fait d'ailleurs le lien avec Diatop. Moi, je vous parle depuis Lyon. Il me semble que un des actes inauguraux de ce qu'est aujourd'hui l'école de pensée sur la guerre économique, c'était une conférence donnée à Lyon avec notamment Eric Delbecq et vos confrères de cette école-là, Eric Delbecq, Nicolas Moinet, Ali Laïdi. Vous êtes donc particulièrement connu pour avoir actualisé une pensée, enfin formalisé d'abord et actualisé une pensée sur la guerre économique, cette notion encore un peu difficile à admettre, à appréhender, à reconnaître dans certains milieux décisionnels. Vous la définissez comme l'expression majeure des rapports de force entre puissances autres que militaires. Alors justement, avant de considérer des questions un peu plus spécifiques au développement territorial, etc., et aux notions que vous travaillez, on peut, puisqu'on est le 5 octobre, à la date d'enregistrement de cet entretien, l'actualité fait état d'une évolution de la stratégie militaire française, avec notamment une prise en compte peut-être un peu plus importante de ces questions de rapport de force autres que militaires. On parle d'hybridation des conflits, etc. Est-ce que pour vous, c'est le signe d'un réveil, d'une émergence significative et intéressante des idées de l'intelligence économique dans le champ militaire? Alors, je crois effectivement que la déclaration du général Burkhardt, le chef d'état-major des armées, donc qui est très très récente, marque un tournant, je pense, très important dans la manière dont le monde militaire aborde désormais les rapports de force. Alors, c'est à souligner parce que c'est vrai que ce monde militaire français, dans l'état actuel de sa composante, notamment au niveau de son personnel au plus haut sommet, disons, est encore très très centré sur le létal, sur la guerre par le feu, donc qui a été celle qu'on a connue depuis très longtemps. Et la position du général Burkhardt est audacieuse parce que ça veut dire que ce monde-là qui l'entoure va devoir changer d'état d'esprit. C'est pour moi la position du général Burkhardt, elle est aussi importante que le livre écrit par le colonel de Gaulle entre les deux guerres sur le rapport char-aviation et la guerre de mouvement qui en découle. Et rappelez-vous la difficulté que ce colonel à l'époque a eu pour faire passer ses idées. Alors là, on a la chance que le général Burkhardt soit chef d'état-major des armées. Donc, il occupe une fonction qui lui permet d'être plus écouté, disons, par ses pairs que ne le fut le colonel de Gaulle avant qu'il devienne général, et l'histoire qu'on connaît notamment avec la Seconde Guerre mondiale. Alors,
qu'est-ce que ça change? Ça change un élément fondamental, c'est-à-dire que si je prends un exemple, un ancien diplômé de l'EGE qui s'appelle Raphaël Chauvency, qui écrit d'ailleurs assez régulièrement sur ces questions-là, qui est posté aujourd'hui en Grande-Bretagne, me rappelait hier, dans un entretien comme celui qu'on a, que en Grande-Bretagne, dans l'armée britannique, le létal est désormais une sous-partie de l'approche stratégique. Et que l'approche stratégique, c'est justement ce que définissait le général Burkhardt il y a peu de temps, c'est-à-dire comment une prise de position sur la question d'un rapport de force doit partir d'un ensemble de phénomènes où, comme vous l'avez dit, l'économique et d'autres aspects prennent une place de plus en plus forte, de plus en plus prépondérante. Et l'affrontement militaire, qui existe bien entendu et qui joue un rôle non négligeable dans tout ça, mais il n'est qu'un des moyens pour essayer de trouver une solution à un problème global où le jeu des puissances joue toujours un rôle absolument prépondérant. Et ça, c'est l'élément central. Alors, vous comprenez bien qu'en disant ça, on remet à l'heure un certain nombre de pendules, si je dois prendre cette image. Il est clair que certaines personnes, vous avez fait de la science politique, ont joué un rôle très très important au cours des dernières décennies pour expliquer exactement le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire les puissances jouent un rôle de moins en moins important, la mondialisation est un élément structurant qui va balayer en fait d'une certaine manière le jeu classique des puissances et tout ce qu'on met autour de cette notion. Ça, je crois que c'est une pensée qui est totalement obsolète aujourd'hui, même si ces auteurs s'accrochent au radeau de la méduse, c'est-à-dire continuent malgré tout à dire mais nous avons raison, regardez l'échec de la puissance américaine en Afghanistan, etc., etc. Ben non, il y a une lecture aujourd'hui qui est tellement évidente, c'est-à-dire le rapport de force entre les États-Unis et la Chine, les rapports de force qui existent par rapport à des puissances moyennes, mais qui ne sont pas négligeables. Je pense à la Turquie, je pense à l'Iran, mais je ne m'arrête même pas à ça. C'est-à-dire qu'on est dans une lecture aujourd'hui du monde où la problématique de la puissance devient absolument essentielle et non pas secondaire, voie de disparition, comme certains nous l'ont expliqué pendant des décennies, je le répète, notamment à Sciences Po Paris pour cibler un peu plus la chose. Donc ça, c'est effectivement un changement de cap majeur qui va avoir des conséquences et notamment par rapport au sujet qu'on va traiter dans notre discussion, c'est-à-dire le territoire. Qu'en est-il du territoire? Comment resituer le territoire à travers un changement de cap de cette nature? Alors justement, ça nous donne l'occasion de poursuivre. Vous, votre travail au quotidien, c'est d'élaborer des grilles de lecture, c'est-à-dire de créer des cadres de pensée qui permettent de comprendre correctement ce qui se passe et d'en tirer parti pour éclairer des actions, des décisions, des stratégies. Ce que vous disiez sur effectivement un certain courant de pensée qui a essayé de promouvoir une idée du déclin de la puissance comme clé de compréhension des phénomènes internationaux. Moi, ça m'évoque un peu d'autres choses. Il y a aussi dans le champ disciplinaire des relations internationales, des courants qui aujourd'hui semblent un peu obsolètes. On a le courant réaliste qui est encore complètement valable sur le plan de la conception de voilà ce qui fait les relations entre puissances avec cette anarchie du système international mondial qui fait que la guerre est toujours possible et que possiblement elle passe aussi par des moyens autres que militaires. On a de l'autre côté des gens plutôt du côté idéaliste mais qui ont aussi permis de faire émerger quand même des choses qui sont intéressantes et qui ne sont pas perçues par les réalistes comme les phénomènes transnationaux
Oui. Vous savez bien, puisqu'on parle d'influence, on parle évidemment de Joseph Nye, on parle évidemment de ces choses-là. Est-ce que ce qui manque aujourd'hui, finalement, et peut-être que finalement le travail de l'EGE il contribue largement depuis 25 ans. Est-ce que ce qui nous manque, c'est pas une grille de lecture actualisée, renouvelée, pour comprendre à la fois que les rapports de puissance ne sont pas morts, mais aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas identifiées par la pensée réaliste des années 50, notamment les phénomènes transnationaux, les phénomènes informationnels, etc. Absolument. Et la diversification des échiquiers aussi. C'est-à-dire que nous, ce qui nous distingue peut-être aujourd'hui d'un certain nombre de structures dans l'enseignement supérieur, c'est que on part bien entendu d'une méthodologie que d'autres appliquent dans d'autres domaines, qui est l'analyse comparée. C'est pas nous qui l'avons inventée. En revanche, quand on fait de l'analyse comparée, on essaie d'être le plus lucide possible, y compris sur notre propre situation. C'est-à-dire, on va pas faire comme Raymond Aron, par exemple, qui est de sortir une sorte de traité sur la stratégie, mais Raymond Aron ne va pas nous expliquer qu'il est pro-atlantiste. Donc, étant pro-atlantiste, il ne va pas non plus nous expliquer qu'il va pas forcément pousser sa réflexion sur la stratégie pour voir les contradictions qu'il y a à l'intérieur du bloc atlantiste, pour ne pas que le bloc ennemi ou adverse, peu importe, donc le bloc communiste, le bloc de l'Est, ne s'empare de cette approche pour affaiblir le bloc atlantiste. Donc nous, on n'hésite pas à le faire, ça. C'est-à-dire qu'on met à plat de la manière la plus précise possible l'état des lieux des rapports de force. Et si lorsqu'on aborde la question française, on doit parler de points faibles, on va parler des points faibles. On ne va pas les masquer, par exemple. Parce qu'on considère que c'est une démarche pédagogique absolument nécessaire pour avancer, pour trouver des solutions, pour prendre en compte ces questions-là. Donc, ce qui nous distingue aussi des autres, c'est qu'on va corréler trois choses qui sont, à mon avis, très importantes. C'est bien entendu la guerre économique, mais pas seulement. C'est-à-dire, je citais ça, je suis en train d'écrire un texte, je vais le reprendre parce que ça, je pense que c'est utile. C'est-à-dire, il y a à la fois la guerre économique, mais on corrèle ça à la culture sur la notion de puissance. Et là, quand je parle de la culture sur la notion de puissance, je fais pas référence forcément à Carl Schmitt. C'est-à-dire, je fais référence à une idée beaucoup plus dynamique de la question de la puissance, c'est-à-dire telle qu'on l'a étudiée, vous citiez le rapport Marth, mais avant même le rapport Marth tel que je l'avais étudié, c'est-à-dire en essayant de comprendre comment des pays vaincus comme le Japon en 45 ou comme l'Allemagne en 45 ont pu essayer de reconstruire une marge de manœuvre par l'économie. Donc c'est là où je parle d'accroissement de puissance par l'économie, parce qu'il n'en avait aucune autre ailleurs. Et je suis toujours étonné de voir en 2021 des éditorialistes qui s'étonnent que Madame Merkel ne s'intéresse pas vraiment plus que ça à la géopolitique, etc. Mais c'est pas le problème. C'est pas qu'elle s'intéresse pas à la géopolitique, c'est que la seule marge de manœuvre de la République fédérale allemande encore aujourd'hui, ça reste l'économie. Et c'est pas la géopolitique, et c'est pas le militaire, etc. Donc, nous, quand on corrèle guerre économique, quand on corrèle culture de la puissance, et quand on corrèle aussi la guerre de l'information, parce qu'on estime que ces trois éléments-là sont indissociables pour la compréhension des phénomènes, donc culture de la puissance au sens élargi du terme, et qui intègre très fortement cette notion d'accroissement de puissance par l'économie, culture de la guerre économique au niveau de la prise en compte non pas de la petite phrase qui existe depuis la chute du mur, c'est-à-dire c'est le marché qui prédomine, c'est le village planétaire, c'est le lissage finalement des relations marchandes qui sont de plus en plus intégrées dans une logique d'harmonisation, l'Organisation mondiale du commerce, les différentes institutions internationales. Bon, il a fallu que l'OMC se grippe et devienne un système pratiquement totalement bloqué
pour qu'on comprenne que cette démarche de lisser les choses a atteint ses limites. Donc, la guerre économique, justement, elle n'est pas en train de disparaître depuis la chute du mur, elle est en train de rebondir et de renaître avec une intensité que Monsieur Donald Trump nous a démontré dans ses propos et que Monsieur Biden confirme dans ses actes. Donc, on est bien dans quelque chose de tout à fait contemporain et au cœur de l'action. Et puis la guerre de l'information, ben oui, la guerre de l'information, c'est le levier majeur des affrontements d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on n'est pas seulement dans un monde dit matériel. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a deux mondes. On a le monde matériel et le monde immatériel. Et dans ce monde immatériel, je vais pas revenir sur les datas, je vais pas revenir sur tout ce qui est en train d'apparaître alors qu'on est au tout début de ce monde immatériel, c'est-à-dire les logiques de conquête qui sont corrélées à de nouvelles formes de prise en compte des espaces à conquérir et qui ne sont pas tout à fait comparables à ceux qu'on a connus dans ce fameux monde matériel précédent. Donc corréler culture de la puissance, guerre économique, guerre de l'information, avec cette notion d'analyse comparée telle que je la définissais précédemment, où on fait intervenir le champ historique, le champ culturel, et rien qu'en faisant intervenir ces deux champs-là, on n'est pas sur ce que les écoles de commerce, mais pas seulement, les écoles d'ingénieurs aussi, ont enseigné depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire une vision très, très, très réductrice sur le management, sur le marketing, comme s'il y avait une culture mondiale duplicable partout, un langage commun de l'analyse des phénomènes. Non, quand nous travaillons sur les fameux échiquiers auxquels je faisais allusion, qui sont une démarche qu'on a créée au sein de l'école de guerre économique depuis longtemps, on va travailler sur l'échiquier géoéconomique, on va travailler sur l'échiquier concurrentiel, on va travailler sur l'échiquier sociétal, mais on peut travailler aussi sur l'échiquier normatif ou l'échiquier juridique, etc. On voit bien qu'on est sur une mosaïque très riche qui devient complexe et qu'il est absolument nécessaire de rentrer dans cette complexité et de voir les interactions liées à cette complexité. Donc, pourquoi nous sommes encore une structure décalée par rapport aux autres? Parce que vous savez très bien que le monde académique bute sur un problème terrible, c'est les territoires cognitifs du monde universitaire. Il suffit de voir comment on a construit les sections du Conseil national des universités. Et cette espèce d'enlisement dans la territorialisation de la pensée est devenu un frein terrible à l'innovation pour comprendre les choses. Et notamment pour revenir à ce qui nous a quand même été enseigné par certains depuis longtemps, je pense de l'art de la ruse. Certains spécialistes de la Grèce antique nous ont rappelé que cet art de la ruse, qu'on a cru gommer par Platon et Aristote et par la volonté des sociétés humaines de comment dire, de dominer le plus possible les capacités de l'être humain dans sa manière de chercher une victoire par tous les moyens, d'accord? Cet art de la ruse revient avec une violence inouïe dans l'histoire du XXe siècle, et notamment dans ce rapport du faible au fort, révolution bolchevique, révolution plus ou moins avortée après, mais lutte anticoloniale avec tout ce qui est développé dans ces luttes anticoloniales, et on retombe sur la culture du faible, et on retombe sur l'art de la ruse, etc., etc. Donc oui, art de la ruse qui, en 2021, n'en est que d'autant plus fort et d'autant plus violent, notamment dans le monde immatériel. C'est-à-dire, c'est quoi l'art de la ruse dans le monde immatériel? Ce serait peut-être temps qu'on se penche dessus. C'est pas simplement le hacking, c'est pas simplement des stéréotypes qu'on nous vend comme ça, comme des produits sur étagère. C'est plus subtil. Et puis enfin, et ça aussi c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup à l'école de guerre économique, mais et qui n'est pas un élément facile, c'est les cultures du combat. Les cultures du combat, le mot combat,
et j'en ai discuté il y a quelques mois avec le général Burckhardt, c'est quelque chose qu'il faut réhabiliter. Qu'est-ce que c'est que le combat? Quelle est sa finalité? À quoi sert-il? Et notamment le combat cognitif, puisque nous ne sommes pas dans le combat létal, on est dans le combat cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, balayer ces différents éléments, c'est rentrer dans ce que nous essayons, nous, d'apporter. Et je pense qu'effectivement, je pourrais le regretter parce que je souhaiterais qu'il y ait un effet d'émulation. Vous en êtes un exemple, mais dans le système académique, pas simplement au niveau de nos relations interindividuelles. Mais le monde académique est malheureusement complètement prisonnier de schémas soit idéologiques. Vous êtes à Lyon, si je fais un audit de l'école normale supérieure à Lyon, je vais me régaler parce que je vais rentrer dans quelque chose qui est une lecture très particulière du monde, parfois ultra naïf. Si je prends les relations et le mode de pensée qu'un certain nombre de personnes à l'école normale supérieure à Lyon ont à l'égard de la Chine, je suis très interloqué, pour être franc. Mais Le travail sur les routes de la soie et où on voit ça, mais comme le comme quelque chose de très comment dire, un bon message. C'est-à-dire que on n'a pas compris à l'ENS Lyon que les routes de la soie, elles vont dans un sens, mais elles vont pas dans l'autre sens. Ça, c'est un peu problématique. Alors moi, je veux bien que des étudiants dans le supérieur cherchent du travail et très naturellement cherchent à se positionner en étant pas très curieux sur l'ensemble du problème et en ne voyant que les aspects encourageants, positifs, en écoutant le discours que la Chine véhicule. Mais on est quand même à l'école normale supérieure. C'est-à-dire, on est quand même théoriquement dans un endroit où le champ d'analyse doit être très large, où on ne prend pas le discours de l'autre pour argent comptant. L'analyse critique, ça doit faire partie de la construction intellectuelle d'une école normale supérieure. Enfin, du moins, j'ose le croire et l'espérer. Mais c'est la même chose à rue d'Ulm. Moi, j'ai bien connu il y a très longtemps Daniel Cohen. Je l'écoutais encore sur l'émission Esprit Libre sur France Culture, qui est une sorte d'émission assez originale, dois-je dire, dans sa limitation d'esprit, dans l'ouverture d'esprit, disons. Mais je suis sidéré de voir que l'homme qui a la responsabilité de la réflexion économique à rue d'Ulm, École normale supérieure rue d'Ulm, soit encore un néo-gauchiste rafraîchi par une pensée du Parti socialiste qui a quand même pris beaucoup de plomb dans l'aile au cours des 30 dernières années et qui reste totalement figé sur une vision où surtout cacher ce sein que je ne saurais voir. Sauf que le sein en question, c'est le monde actuel. C'est-à-dire, c'est les relations conflictuelles entre puissances, c'est l'obligation pour un économiste de rentrer dans cette dimension de la réflexion, ce qui n'est absolument pas son cas, et encore moins le cas des invités de monsieur Patrick Cohen qui anime cette émission, qui peut être très intéressante, hein, je ne les nie pas sur un certain nombre de choses, mais qui est complètement lobotomisé sur toute une partie des champs à explorer. Donc je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je pense qu'il est très 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 important de poser les bases du débat en parlant de ces éléments. alors justement parmi comment dire, si on voulait faire un repérage un peu fondamental de votre pensée, il y a des notions qui reviennent souvent, vous les avez toutes évoquées, mais c'est peut-être intéressant de les développer et puis de montrer leurs articulations entre elles. Il y a quelque chose qui vous vient, si ma mémoire est bonne, de Fernand Braudel, c'est cette distinction entre le marché d'un côté et le territoire de l'autre. Vous en avez parlé beaucoup, mais c'est à mon avis important d'expliquer en quoi précisément. Nous, on parle de réalité économique, on parle pas d'un marché abstrait qui gagnerait comme ça par diffusion ou par infusion
toutes les réalités économiques. Les réalités économiques sont aussi territoriales, et on aspire en tout cas à ça. Puisque vous l'avez dit aussi, votre culture, c'est une culture du combat, et vous le revendiquez, votre travail, c'est un travail du combat. Et ce combat, il n'est pas contre les autres, il est surtout pour la survie d'un peuple sur un territoire. Exactement. C'est exactement notre vocation aussi. Donc, si on produit, si on diffuse de l'expertise sur les questions géopolitiques et géoéconomiques locales, c'est précisément pour servir à ceux qui veulent développer ce territoire, qui veulent y vivre, qui veulent pouvoir continuer à y vivre. Ce qu'on souhaite évidemment à tous les peuples de la planète, hein, encore une fois, pour contrebalancer les idées un peu trop caricaturales qu'on pourrait faire de votre discours, qui est un discours de combat. C'est pas pour autant qu'il est un discours belliqueux et bêtement offensif. Hein. C'est aussi un discours. Oui, vous avez raison de le dire, parce que face à la production de connaissances qui est quand même croissante venant de nous, par le biais d'infoguerre.fr, par le biais du site pge.fr sur l'école de pensée guerre économique, ceux qui n'ont pas d'argument par rapport à ça en arrivent à dire « Ah oui, mais Arbulot est fou ». C'est l'argument soviétique à l'époque du début de la dissidence, quand est apparue en Union soviétique. C'est-à-dire que quand on parle en sortant des sentiers battus, des Piketty et consorts, parce que c'est un peu ça, hein, le vrai problème, c'est-à-dire d'une pensée proprette sur le monde, avec des petites propositions sociales pour aménager la chèvre et le chou entre le pauvre et le riche, hein, si je dois caricaturer. Si on sort de ce cadre-là, mais c'est le cadre de Daniel Cohen et d'autres, hein, ben on est fou, bien sûr. On va pas parler du reste, parce que le reste c'est mal, c'est pas bien, ça amène à enclencher des réflexions sur la résurgence des nationalismes, etc. Non, pas du tout. C'est pas du tout, justement. C'est-à-dire que pour moi, la pensée de Fernand Braudel, elle est 1000 fois plus puissante que la pensée d'un Piketty ou d'un Daniel Cohen, quoi. Ça n'a rien à voir. Parce un historien comme Braudel, qui malheureusement n'a pas eu vraiment beaucoup de successeurs, c'est un peu le drame de cet apport intellectuel-là, c'est d'avoir dissocié la réalité des territoires avec la réalité du marché, en essayant de comprendre ces deux mondes, ces deux univers, et pas de repousser l'un en utilisant l'autre et vice versa. Sa grande force, c'est de nous avoir appris par la lecture de l'histoire, parce que c'est un historien et pas n'importe quelle séquence historique. Sa grande force, c'est justement de montrer que la logique d'un territoire n'est pas forcément concordante avec la logique du marché. Et ça, moi, j'en ai des preuves tous les jours. Hein. J'étais il y a pas très longtemps dans un séminaire, le SCP, on avait accueilli un séminaire de l'ESCP et de la Banque pour l'investissement, et qui s'adressait à des dirigeants d'ETI. Bon. Et donc des gens qui étaient là pour réfléchir sur la question de la stratégie, etc., etc. Et moi, mon intervention, c'était de leur dire, mais à un moment donné, que pensez-vous de votre situation par rapport à des territoires, par rapport aux territoires où vous êtes installé, par exemple? Comment vous visualisez cette relation? Et là, j'ai vu les regards qui se baissaient. C'est-à-dire que un des problèmes que j'ai aujourd'hui, mais que j'ai aussi eu dans le passé, c'est comment expliquer à des chefs d'entreprise, et là je parle pas de chefs de groupes industriels puissants au CAC 40, je parle de chefs d'entreprise de taille intermédiaire, que il est quand même étrange qu'ils ne réfléchissent pas ou qu'ils ne cherchent pas à réfléchir au lien qu'il y a entre une activité économique et leur relation à un territoire. C'est-à-dire qu'il y a un problème en France qui est un problème très très important, qui va m'amener d'ailleurs à faire travailler une promo là, pas plus tard que tout à l'heure, ça sera mon premier cours avec, sur la notion de dépendance économique. Alors pourquoi je parle de dépendance économique? Pour créer un lien avec ce que je viens de dire, justement. Parce que le patronat français, après 1945, et ça, un autre historien nous l'apprend, et je ne cesserai de le répéter comme un perroquet,
Georges-Henri Soutou, ces 2 livres, Guerre froide, d'une part, la guerre froide et la guerre froide de la France. Il nous apprend quoi? Il nous apprend que le monde politique français, mais aussi le patronat par conséquence, a tellement eu peur entre 45 et 47 d'une tentative de prise du pouvoir par le Parti communiste français, qui était le parti le plus solide à l'époque en termes de cadre, en termes de militants. C'était encore une force politico-militaire d'une certaine manière, et avec un électorat qui était entre 25 et 27% du corps électoral, qu'il y a eu cette peur de perdre pied, et donc on est allé vers les États-Unis pour avoir leur appui, et pas n'importe quel appui, hein, c'est installer des bases militaires, etc., pour qu'il n'y ait pas ce risque, pour que la France ne soit pas l'objet d'une sorte de coup de force du Parti communiste pour prendre le pouvoir en France. Et à partir de là, on s'est mis en situation de dépendance. Je le répète, et je ne le répéterai jamais assez, non assumé par rapport à l'électorat français. C'est-à-dire, aucune force politique n'a revendiqué cette nécessité, que ce soit le MRP, enfin les nouvelles forces politiques qui apparaissent au début de la 4e République, mais Soutou précise que même le général de Gaulle, abandonnant son poste de président du Conseil, était dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, nous avons besoin des États-Unis pour éviter que le PCF ne prenne le pouvoir en France. Alors, ce n'est pas dit comme ça parce que les 2 excuses présentées, je les répète toujours parce qu'elles me semblent essentielles. C'était le risque d'une invasion de l'Union soviétique en Europe de l'Ouest. A démontré quand même, parce que l'Union soviétique n'avait pas l'arme nucléaire, les États-Unis l'avaient. Pour l'Union soviétique, envahir l'Europe de l'Ouest, même une Europe de l'Ouest très affaiblie, c'était un défi presque insurmontable sur les questions logistiques, sur les questions de maîtrise de sécurité territoriale, etc., déjà à cette époque-là. Et l'autre excuse qui est encore moins valable, c'est la remilitarisation de l'Allemagne. Alors moi, je veux bien qu'on parle de la remilitarisation de l'Allemagne en 1945. Enfin, quand on voit l'état de l'Allemagne en 1945, c'est pas encore la priorité, disons. Donc, on se met en situation de dépendance. On ne l'assume pas vis-à-vis du peuple français. On ne l'assume pas au niveau des élections. Donc, c'est quelque chose de souterrain. Mais c'est quelque chose qui va jouer un rôle terriblement formateur des esprits. Et j'en viens au patronat. Donc, le patronat accepte cette dépendance, accepte le plan Marshall, accepte le prix à payer pour le plan Marshall, etc. Et cette culture se dissimule à travers une certaine pédagogie qu'on va voir naître dans les écoles de commerce, qu'on va voir naître dans les grandes écoles, où on ne va surtout pas parler de ça. On va parler d'un savoir-faire standard, ce qui fait qu'on a un patronat qui a, vis-à-vis du territoire, une distanciation de fait, puisque si on accepte d'être dépendant, à tout niveau, hein, si on accepte que les premiers tracteurs qui vont moderniser l'agriculture française, ce sera des tracteurs importés des États-Unis, et si on accepte derrière beaucoup d'autres choses, on va pas trop s'interroger en partant du territoire, en partant de sa survie et de son autonomie, entre guillemets. Comment développer un territoire sans, dès le départ, être dépendant. Et dépendant sur le plan monétaire, le dollar, dépendant sur le plan industriel, dépendant sur le plan de tout un tas de subventions qui vont durer un certain temps, d'un certain endettement lié. Le plan Marshall, il faudra un jour le rembourser, etc., etc., etc. Donc, cette pensée dissimulée sur la dépendance crée au sein du patronat, que ce soit le patronat au sommet de la pyramide, et en redescendant les différents niveaux jusqu'au petit patron, une distanciation quasi pavlovienne à l'égard du territoire. Ce qui fait que, par exemple, quand on est sur le territoire de Belfort et que les gens du collectif Reconstruire, qui sont des gens, plutôt des syndicats en plus, réunissent une trentaine de patrons de PME du territoire de Belfort pour leur dire comment réfléchir ensemble, très concrètement, sur l'ancrage d'une activité à partir de nos capacités locales. Quelle est l'attitude de la trentaine de patrons présents? C'est pas du tout notre priorité, nous. Notre priorité, c'est de trouver des contrats. Votre proposition,
Mais on n'a pas le temps de réfléchir à ça. On n'a pas le temps. C'est pas notre urgence. C'est même une proposition un peu fumeuse que vous nous faites. Nous, c'est trouver des contrats. Donc, cet aveu-là que j'ai recueilli dans beaucoup d'autres endroits en France, où quand je parlais mais au fait, sortons un peu de ce côté obsessionnel de l'attractivité du territoire par le capital étranger. Ça, c'est le son musical de nos hommes ou femmes politiques qui cherchent avant tout à faire venir des entreprises étrangères pour dynamiser leur territoire. Parce qu'elles savent que ça peut aller plus vite et elles savent que les gains électoraux, en l'occurrence, seront plus faciles à montrer à la fin d'un mandat électoral. Si on sort de ce piège-là et qu'on essaie d'aller sur le plus compliqué, c'est-à-dire comment, à partir d'un territoire donné, je vais essayer de créer de l'activité. Et là, vous vous êtes intéressé à très juste titre à l'intelligence économique et vous en faites une partie de votre savoir-faire aujourd'hui, ben, il va falloir que je m'informe sur ce qui se passe ailleurs. Il va falloir que je vois ce qui fonctionne ailleurs. Et non pas pour implanter du capital étranger, mais au contraire pour essayer de voir si des recettes que je vais étudier ailleurs sont transposables ou comment les adapter, ou comment je ne peux pas les adapter pour telles raisons qui sont dues à des réalités culturelles locales, etc. Cet effort-là est essentiel. Mais là, quand je parle de ça, quand on parle de ça avec différents interlocuteurs, à des patrons, mais j'ai l'impression que je leur parle en langue étrangère. C'est-à-dire cet effort basique. Vous parliez tout à l'heure de grille de lecture à Belfort, quand je discute avec les syndicalistes en question, qui sont aux choses étranges, des gens de la CFE-CGC ou des ingénieurs de Sud. Les ingénieurs de Sud, c'est l'extrême gauche. Comment des ingénieurs de Sud peuvent-ils venir à l'école de guerre économique à Paris pour parler non pas de revendications syndicales sur le salariat, mais pour parler mais comment on va réfléchir sur la manière de dynamiser la vie sur un territoire. Et pour ça, mais c'est quoi, au fait, l'histoire industrielle? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cela a-t-il disparu? Quelles sont les interférences? Quelle est donc la grille de lecture sur l'histoire du territoire, l'histoire économique? Et que peut-on en tirer comme enseignement pour le présent, voire pour le futur? Ce travail de réflexion, qui n'est pas hors sol, qui est au contraire dans l'ancrage du sol, dans la manière absolument indispensable pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Et deuxièmement, ensuite, regarder ailleurs, comme l'ont fait les Japonais au moment de Bermeji, mais comme l'ont fait d'autres. Les Allemands aussi ont su regarder ailleurs en 45, parce qu'ils étaient détruits. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient recomposer en regardant ailleurs, etc. Mais c'est pas interdit de regarder ailleurs. C'est pas stupide, ça peut être très utile. On peut en tirer énormément de leçons. Ce travail-là, et j'en reviens au point de départ, est lié à la notion de territoire. Si un patron d'une toute petite entreprise n'a pas ou ne veut pas comprendre ça, on ne peut pas travailler avec lui. Il a beau être patron, il a beau vouloir faire du profit, il a beau vouloir être créatif, il a beau vouloir être innovant, mais si il se moque du territoire qui l'a fait naître, qui l'a fait peut-être exister dans la première phase de sa vie, qui lui a donné toutes les chances pour créer de l'activité, même si c'est un autodidacte. 70% des patrons de toutes petites entreprises sont, paraît-il, encore des autodidactes. Et c'est intéressant de se poser la question, pourquoi? Pourquoi sont-ils autodidactes? Pourquoi sont-ils des gens qui ont ce courage de passer à l'entrepreneuriat, etc. Mais si ces gens-là, on n'arrive pas à leur parler, si on n'arrive pas à parler avec des patrons du devenir d'un territoire, avouez que c'est un obstacle majeur dans le cas français. Et cet obstacle, il va falloir le surmonter. Comment amener aujourd'hui, ça c'est pour moi une priorité absolue, des patrons à un certain volontarisme pour se dire, OK, j'ai mon activité, mais qu'en est-il du territoire? Que pourrais-je faire par rapport
au territoire, qui m'a fait naître ou qui m'a fait vivre ou sur lequel je vis encore. Vous avez parfaitement anticipé la question que vous voulez vous poser. Pour ceux qui suivent un peu vos différentes interventions, il y a quelque chose qui a été très marquant. Ça l'a été pour moi, mais je sais que ça l'a été pour d'autres. Il y a un peu plus d'un an, vous donniez un long entretien et passionnant à la chaîne Thinkerview, dont on peut d'ailleurs saluer le travail et l'apport au débat public dans le monde francophone, hein, parce que c'est quand même quelque chose de relativement important et précieux dans le monde dans lequel on vit. Vous aviez justement évoqué cet épisode de Belfort et les difficultés que vous aviez rencontrées, et vous aviez utilisé ce terme qui, à mon avis, a donné beaucoup d'envie à beaucoup de monde, et y compris à beaucoup de jeunes gens qui ont envie de se mobiliser un peu pour leur pays dans ce champ-là. C'est comment créer des logiques commando, des commandos de guerre de l'information pour justement aller recréer de l'activité, réimplanter de l'activité sur un territoire. C'est exactement ce que vous venez de nous décrire, mais c'est vrai que ça peut rester encore un peu comment dire, difficile à appréhender comme ça quand on n'est pas. Je vais vous donner un exemple parce qu'il faut être concret. Ouais. Je formais il y a peu de temps un officier sapeur-pompier qui travaille au ministère de l'Intérieur et qui s'occupe des problèmes de sécurité civile. Et il est venu me voir en disant, voilà, on a créé une association qui regroupe à peu près 250 très petites entreprises dans ce domaine. Et mon objectif, dit-il, ça serait vraiment de voir comment cette notion de sécurité civile, on puisse l'exporter vers l'extérieur. Et en fait, déjà, c'est ce qu'on fait puisque les sapeurs-pompiers forment beaucoup de corps de sapeurs-pompiers dans des pays étrangers parce que le savoir-faire français est reconnu comme pertinent. Et cette association, son budget de fonctionnement, c'est 60 000 euros. D'accord. Je fais toujours une comparaison qui peut paraître décalée, mais qui me semble quand même très significative. L'État fédéralement alloue chaque année à chaque fondation de grande parti politique une somme d'argent. La fondation du Parti des Verts, Die Grünen, touche de l'État fédéral allemand chaque année 60 millions d'euros. 60 000 euros, 60 millions d'euros. D'accord? J'en viens à cette notion de sécurité civile. Nous, on a déjà travaillé à l'EGE sur cette notion. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que notre notion de service public, l'aspect professionnel de certains corps de sapeurs-pompiers à Paris, à Marseille, statut militaire, la notion de volontariat, cette corrélation entre les trois est une réponse très intelligente aux problèmes liés au danger qui peut apparaître, soit à cause de problèmes climatiques, pensez à la grande tempête ou aux grandes tempêtes. Il faut rétablir le courant et dans ce cas-là, le mandat de service public qu'a Enedis ex-ERDF est fondamental parce que là, on a l'obligation pour une entreprise qui s'appelle Enedis, qui a un mandat de service public, de rétablir l'électricité là où il y a les dégâts provoqués par des phénomènes climatiques. Aux États-Unis, quand il y a eu la grande tempête sur la côte Est, il a parfois fallu 1 an pour rétablir l'électricité et les entreprises fonctionnaient avec des blocs électrogènes. Parce que on est dans un système complètement anarchique, complètement privatisé, où les logiques de solidarité, c'est pas le marché qui les détermine. Hein, ça, c'est pas encore dans l'identité du marché, en tout cas. Ça se saurait. Et donc, on a énormément de choses à dire sur ça. Mais comment faire? Comment faire? Et là commence le problème. C'est-à-dire que notre pays, c'est pour ça que je veux être très concret, quand il s'agit de travailler ensemble pour exporter des produits, vendre des matériels, quand la Chine a voulu racheter à la France le concept de sécurité civile, il y a donc un groupe qui est parti en Chine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Côté service public, pas de problème. C'est-à-dire comment fonctionne l'administration dans ce domaine-là, les Chinois pouvaient tout à fait l'intégrer et le comprendre. Côté secteur privé,
Il y avait par exemple un marché de 1000 camions d'incendie à vendre à la Chine. Quelle a été l'attitude des entrepreneurs privés français en Chine? Ils ont passé leur temps à se chamailler, à tel point que les Chinois en ont eu assez et que ils se sont finalement tournés vers l'Allemagne pour acheter les 1000 camions. Donc là, je suis dans le très concret. C'est-à-dire que quand je parle à ces chefs d'entreprise, un chef d'entreprise n'a pas de chèque en blanc moral pour dire j'ai pris le risque, le chef d'entreprise, mes biens, je pris le risque avec mes biens, c'est vrai, mais il y a un petit problème, ça ne lui donne pas un chèque en blanc pour faire n'importe quoi dès lors qu'il faut travailler ensemble pour vendre un produit estampillé France sur le marché international. Là, il faut savoir travailler ensemble. Alors, vous savez que les Allemands, ils ont une méthode que nous n'avons pas, c'est qu'ils s'entretuent avant pour après avoir une parole unique et vendre. Nous, on s'entretue devant les autres et on ne vend pas. D'accord? Donc, typiquement, des situations comme ça, hélas, c'est pas l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que travailler sur le territoire, sur la manière de développer une activité économique sur le territoire, c'est faire un effort pédagogique énorme, d'abord vers le patronat de quelque nature qu'il soit, pour lui expliquer qu'il il serait nécessaire qu'il ait, une réflexion très concrète par rapport au territoire et pas simplement par rapport au marché. Et je parle de pédagogie, il faut expliquer, mais ça ne se fait pas dans les écoles de commerce, ça ne se fait pas non plus dans les instituts d'études politiques. Qu'est-ce que voulait dire Fernand Braudel en parlant des deux temporalités, du développement d'un territoire, du développement d'un marché, et qu'il pouvait y avoir parfois des croisements de lignes, mais il pouvait y avoir aussi des dysfonctionnements majeurs entre les deux systèmes. Et Braudel, quand même, de nous rappeler que c'est toujours le territoire qui finit par l'emporter sur le marché. Et cette règle-là, où les Piketty et Cohen et consorts ne veulent pas entendre parler de cette réalité, pour différentes raisons qui sont les leurs et pas les miennes d'ailleurs, pour moi, elle est fondamentale, cette problématique. Comment articuler de manière cohérente une dynamique de marché avec une dynamique de territoire? Il y a des pays qui ont des solutions plus petits que nous. Alors des solutions qu'on peut juger très désagréables. Hein. Le Danemark choisit une solution américano-danoise sur le shipping, sur le transport naval, pour occuper un rôle très très important dans ce fameux shipping. Ok. Donc ils ont concédé une forme de dépendance pour rester très important à travers l'entreprise danoise, mais très fortement américaine, qui structure une partie de leur économie. Les Pays-Bas ont décidé de devenir le hub chinois en Europe. Alors, c'est pas très sympa par rapport à la cohésion économique de l'Europe, mais c'est leur posture. Alors, ils vont pas l'afficher en bande passante sur une grande publicité, mais c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Que doit faire la France? Quelle est la vision? Je parle pas de la Startup Nation, là, je parle quelle est la vision d'un pouvoir politique sur l'orientation des territoires. Si le politique me ressort ce plat tellement réchauffé qu'il n'a plus de saveur, de l'attractivité du territoire par le capital étranger, je dis c'est même plus de la paresse intellectuelle, c'est de l'incompétence intellectuelle. Moi, j'attends du politique qui nous gouverne une vision stratégique claire sur le développement des territoires. Mais quand je parle du politique, je ne parle pas que du politique à Paris, je parle du politique dans les régions, même en redescendant un tout petit peu plus bas. Et là, un de mes très très grands échecs,
parce qu'il faut parler de ces échecs, c'est qu'entre 1993 et 2006-2007, j'ai sillonné la France. J'avais l'impression parfois d'être le Lucien Jeunesse de l'intelligence économique. D'accord? Et quand j'allais aussi bien en Rhône-Alpes, quand j'allais en région PACA, quand j'allais en Bretagne, quand j'allais dans l'Est, quand j'allais dans le Nord, à cette époque-là, mon objectif, c'était de trouver des interlocuteurs au niveau des territoires pour voir comment on pouvait travailler ensemble pour essayer d'avoir un début de stratégie sur des points excessivement concrets. À chaque fois, mon ressenti, et je ne suis pas spécialement paranoïaque, c'était ce Parisien. Je suis pas parisien, je viens de l'Est de la France, mais ce Parisien, là, il vient nous faire la liste. Échec total. Et je ne suis pas sûr que j'étais un mauvais orateur ou que j'étais un but de ma personne avec ce côté très désagréable qu'ont beaucoup de Parisiens qui sont effectivement des donneurs de leçons, ou ce côté du mépris. Vous parlez de Thinkerview, je parle de la relation mépris. Non, moi je ne méprise pas les autres. Au contraire, j'essaie de les écouter. Mais c'est un échec total. Ça a duré quand même pas mal de temps, ces petits voyages. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, y compris dans les sessions régionales de l'IHEDN, etc. J'ai essayé de m'orienter vers ce réseau en me disant là, peut-être que j'ai trouvé des interlocuteurs plus à même de tendre l'oreille, etc. Non, je n'y suis pas arrivé. Donc, aujourd'hui, on relance la machine par des biais cognitifs très différents. Le colloque de reconstruire qui va avoir lieu le 20 octobre à Belfort essaie de transcender d'une certaine manière les choses. Pourquoi? Parce que il va bien falloir quand même mettre à plat des éléments élémentaires de réflexion. Si le patronat, quelle que soit sa taille, ne veut pas réfléchir, eh bien d'autres le feront à sa place. Point à la ligne. Parce qu'on ne peut pas rester statique sous prétexte que le patronat ne veut pas s'intéresser stratégiquement au territoire. Ça, c'est plus possible. La France n'a pas les moyens, n'a plus les moyens de faire une telle impasse stratégique. C'est intéressant parce que vous avez dit, on arrive bientôt à la fin de notre entretien, mais vous avez eu cette phrase qui n'est pas insignifiante, qui est à dire que dans la relation entre le marché et le territoire finit toujours par gagner. Et parfois de façon un peu violente peut-être. Il y a un sujet dont on a déjà parlé sur Diatop et dont on reparlera, qui est notamment celui de l'industrie de l'immobilier. L'immobilier aujourd'hui a pris conscience qu'il y avait un problème dans la relation avec les territoires, avec les gens qui vivent sur les territoires, parce que les projets sont de plus en plus contestés pour des raisons qui sont un peu en contradiction avec le marché. Les gens voient les villes évoluer, voient une partie de la population être exclue de ces villes parce que les logiques marchandes les sortent justement de ces endroits où ils avaient encore les moyens de vivre il y a peu de temps et qui aujourd'hui voilà. Et bon, cette industrie-là commence à peine à se réveiller, alors qu'il y a quand même des gens qui depuis quelques années essaient de les alerter là-dessus et de leur dire tiens, ça serait intéressant d'avoir un regard sur ces gens-là et d'essayer de les comprendre, d'essayer de voir ce qu'ils disent plutôt que de les mépriser bêtement et puis de se dire de toute façon ils peuvent s'opposer autant qu'ils veulent, à la fin on gagnera. Et si ça prend un peu de temps et que l'argent de nos impôts sert à financer des recours en justice pour des problèmes qu'on aurait pu régler entre bons citoyens qui se comprennent, bon. Mais comme quoi le territoire finit quand même par gagner, parfois malheureusement plus dans la confrontation que dans une relation en bonne intelligence, mais ça nous évoque quelque chose que les gens qui travaillent dans l'économie du développement connaissent bien, c'est cette notion de capital social, c'est-à-dire en fait les relations que les gens sont capables d'entretenir entre eux. Et on a le sentiment parfois, en terminant là-dessus, j'espère que vous aurez quand même quelque chose de positif à nous dire sur le sujet. Je vois venir que c'est pas forcément évident, mais ça évoque assez évidemment les questions d'influence et notamment d'influence extérieure qui peuvent justement chercher à miner
ce capital social en interne, à essayer d'opposer, monter les gens les uns contre les autres. C'est évidemment des sujets que vous travaillez quand vous travaillez sur la guerre de l'information. Vous avez publié en mai dernier sur un sujet très spécifique, qui est celui de la politique énergétique et du rapport de force que l'Allemagne a réussi à instaurer avec la France pour essayer de l'affaiblir sur le plan de l'énergie. Dedans, il y a plusieurs choses, mais dans les logiques d'influence qui sont à l'œuvre, il y a aussi une instrumentalisation de la société civile. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de comment justement ce travail de la société civile et cette influence qui s'exerce par son biais peut avoir des conséquences très concrètes sur comment un pays comme la France peut avoir de plus en plus tendance à se retirer de ce vecteur de puissance? Alors, quand même une bonne nouvelle, ça commence un peu à bouger à l'intérieur d'un certain monde administratif spécialisé et même élargi dans sa spécialisation, c'est-à-dire que la machine administrative commence à prendre enfin en compte un certain nombre de problèmes liés au jeu d'influence extérieure, à la manière de se faire piller d'une certaine manière, d'être victime de prédation visible ou invisible. Donc ça, c'est un début et il faut le souligner et tant mieux. Franchement, je ne peux que m'en féliciter. Et je pense qu'au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui est un peu la structure par lequel passe un certain nombre de directives émanant du politique pour ensuite aller diffuser vers le système français, il y a des choses qui se mettent en place et qui sont encourageantes et qui vont essaimer petit à petit, et ça, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, vous parliez de la société civile, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est de loin l'échiquier où s'exprime une très très grande partie des rapports de force. C'est-à-dire que les conquérants entre guillemets, ceux qui cherchent éventuellement à nous nuire dans la recherche de leurs intérêts propres, c'est très très facile pour eux de passer par les sociétés civiles. Je prends un exemple très concret. Si je reviens sur l'énergie, il est évident que lorsqu'on essaie de comprendre le cheminement qui nous a amené à la situation actuelle dans la gestion de l'énergie, la question du nucléaire, elle n'est pas simplement à prendre en compte sous les angles qui ont été débattus depuis des décennies en France, c'est-à-dire stop au nucléaire, dangerosité du nucléaire, etc. Elle est à prendre en compte sous un angle majeur qui apparaît avec beaucoup de force aujourd'hui, c'est la facture énergétique et donc la dépendance énergétique liée à la facture énergétique. Les Françaises et les Français découvrent ce que risque de représenter dans leur budget annuel de ménage le coût de l'énergie. Et là, effectivement, l'électricité intermittente de l'éolien et du solaire fait apparaître, parce qu'il est enfin temps de parler de la réalité de l'éolien et du solaire, c'est risque de panne d'électricité. Risque de panne d'électricité, ça veut dire ça va être dur pour les écologistes de service d'expliquer à une population qui depuis des dizaines d'années vit quasiment sans aucune panne d'électricité, qu'il allait falloir maintenant vivre avec des pannes d'électricité. Ça va être compliqué pour eux d'escalader cette montagne. Ça va être encore plus compliqué d'escalader la seconde montagne, c'est le coût de l'énergie dont je viens de parler. Et là, quand on commence à travailler sur ces questions sous l'angle de l'intelligence économique, et qu'on voit dans l'ombre, tapis dans l'ombre, ceux qui veulent à tout prix que l'Europe, dont la France, achète de plus en plus de gaz. Parce que vous savez très bien que si on supprime le nucléaire, eh ben, il y aura l'électricité intermittente, si je parle d'électricité, avec l'éolien et le solaire. Et pour compenser les dysfonctionnements réguliers de ce système d'énergie renouvelable par l'éolien et le solaire, eh bien, il y aura le gaz. Et la vraie question, mais qui vend le gaz à l'Union européenne? Ben, il n'y a pas que la Russie.
il y a aussi les 7 majors pétrolières anglo-saxonnes qui se reconvertissent dans ce marché et qui sont, quand on commence à les regarder au microscope électronique, particulièrement influentes auprès d'acteurs de la société civile et notamment des ONG à Bruxelles pour faire en sorte que dans le débat sur la taxinomie, c'est-à-dire toutes les logiques d'investissement lourd de l'Europe en matière d'énergie, on ne parle plus du nucléaire et on rentre de manière tout à fait innocente l'apport du gaz comme solution compensatoire. Ce sujet-là, qui n'est pas dans le débat public aujourd'hui, quel rôle jouent les 7 majors pétrolières contre lesquelles le général de Gaulle a lutté au début de son retour aux affaires en 1958. C'est pas un hasard s'il a créé Elf Aquitaine pour desserrer le lacet mouillé qui nous étranglait en matière de dépendance pétrolière. On a réussi à le desserrer un peu et à le desserrer davantage en créant l'industrie nucléaire. Mais là, le lacet se resserre et avec un art de la dissimulation qui me laisse pantois. D'ailleurs, malheureusement, nos braves, gentils acteurs de la société civile ne sont pas très curieux et pas très pressés de savoir quelles sont les forces qui viennent en soutien financier ou autre pour leur permettre de tenir dans un premier temps des rôles de strapontin dans les fameux débats techniques au niveau de la Commission européenne et pour devenir ensuite non pas des petits interlocuteurs annexes sur des strapontins, mais de vrais interlocuteurs qui vont porter haut et fort le refus du nucléaire en termes de solutions décarbonées, mais pourtant c'est le cas, et on oublie parce que c'est dangereux. Ah oui, mais rentrons un peu sur les problèmes de dangerosité justement. Faisons le bilan réel de ces problèmes-là, d'accord? Et là, on est devant un trou noir. Je peux vous assurer qu'une des priorités absolues de l'école de guerre économique, ça va être de regarder au microscope électronique le comportement des 7 majors pétrolières sur la question du gaz, leur jeu d'influence auprès de la société civile en Europe pour casser l'image nucléaire afin de promouvoir l'importation de gaz et la libéralisation des prix liés au gaz et donc la dépendance de l'Europe vis-à-vis de ces importations de gaz qui, je le répète, ne se limitent pas au gaz russe, pour y voir clair, et on va expliquer ça à l'opinion publique. C'est pas encore dans le débat présidentiel, hein. J'ai pas encore entendu un ou une candidate parler de ce sujet-là. C'est un sujet majeur. Pourquoi? Parce que quand les Français vont voir leur facture énergétique monter en flèche, ils vont essayer de comprendre pourquoi. Et quand j'essaie d'écouter les explications, alors là, c'est pas des explications à la Piketty et la Cohen que j'attends. C'est des vraies explications. Que se passe-t-il en termes de rapport de force? Qui a intérêt à enfumer l'autre pour qu'il n'y comprenne strictement rien? Et là, on n'est pas dans la théorie du complot, là. On est dans la vraie vie. On est dans la recherche de savoir qui est à la manœuvre pour masquer ces logiques de conquête de marché. Eh bien là, typiquement, un des chantiers lourds qui se présente à nous, c'est comment faire en sorte que les acteurs de la société civile ne soient pas des instruments conscients, ceux qui cherchent une rente de situation, je suis écolo, je gagne ma vie, d'accord? Par ça roule, ou des acteurs inconscients, c'est-à-dire des gens, soit des écologistes, soit des citoyens de bonne foi qui croient défendre une belle idée et qui ne se rendent même pas compte de quel rôle ils jouent, comment ils sont instrumentalisés sur des enjeux très très importants qui sont de nature géoéconomique et où se situe notre avenir. Parce que penchons-nous vraiment sur ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Penchons-nous vraiment sur l'horizon 2026. C'est-à-dire que quand 2025-2026, quand on va arrêter un certain nombre de centrales nucléaires, qu'est-ce qui va se passer? Et combien ça va coûter aux ménages français dans leur vie de tous les jours? Parce que ce que n'ont pas compris un certain nombre d'individus, c'est que le jour où les gens
où une partie des gens en France, des territoires, n'auront plus les moyens d'acheter leur énergie et qu'ils vont devoir faire des sacrifices sur tous les autres périmètres de leur vie, l'éducation des enfants, leur budget santé, leur budget logement, leur budget consommation. Là, c'est pas les gilets jaunes qu'on va avoir. C'est autre chose. Là, on va sortir du cadre protecteur de la société de consommation. On va basculer dans autre chose. Et cette autre chose, ça, c'est un problème que je n'ai pas envie de vivre. Donc, avec des personnes comme vous et d'autres, il est urgent de réfléchir aux solutions pratiques, pacifiques, pour construire de la richesse sur nos territoires, pour avoir des solutions pertinentes, créatives, lucides, et de ne pas nous rendre dépendants, aveugles, sourds et muets par rapport à des jeux d'influence extérieure qui sont excessivement puissants et qu'on ne nous explique pas sous Netflix ou Canal+ à la demande. Là, il n'y a pas de série pour expliquer l'histoire des 7 majors pétrolières américaines. Pour information, je terminerai là-dessus, l'École de guerre économique a sorti 2 cahiers guerre économique, le 4 qui est téléchargeable en ligne, qui s'appelle Pétrole et puissance, et le 5 qu'on va mettre en ligne cette semaine, qui s'appelle Pétrole et renseignement. C'est très modeste comme contribution, mais ça rappelle certaines choses qui seraient utiles de rappeler dans le monde académique notamment, la réalité des rapports. Merci beaucoup, Christian Arbulot. C'était enrichissant, passionnant, et malgré tout, vous avez bien fait de nous rappeler que c'était nécessaire de regarder nos faiblesses, mais il y a aussi beaucoup de perspectives qui se dégagent de ce que vous nous avez dit, et donc on espère que ça portera. Il faut être positif. Absolument. En tout cas, merci beaucoup encore, et peut-être à très bientôt pour échanger sur d'autres sujets. Avec plaisir. Au revoir.